Mesdames et messieurs, bonjour, presque bonsoir. Je voudrais dire quelque chose donc, des nouvelles formes de l'intelligence et en particulier de l'intelligence artificielle dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais cela paradoxalement en me tournant vers le passé. Et je propose de le faire en deux temps. Dans un premier temps assez rapide, j'aimerais me porter vers Marx, dans l'idée, bien connue d'ailleurs et très étudiée, que sa critique de la machine, ou plus exactement du système de machine, ce qu'on appelle la machinerie, a quelque chose à voir indéniablement et en dépit des révolutions technologiques colossales avec ce que nous vivons, nous, dans notre rapport à l'intelligence artificielle. Et plus exactement, j'aimerais l'aborder sous l'angle d'un petit texte très fameux qu'on appelle le fragment sur les machines, tiré de ces Grundrisse de 1857-1858, dans lequel, et c'est un apax, Marx parle de ce qu'il nomme en anglais l'intellect général, le general intellect. Puis, dans un second temps, peut-être plus inattendu et au risque d'aggraver les anachronismes, j'aimerais faire un autre bond en arrière, de 800 ans cette fois, jusqu'au penseur arabe andalou du XIIe siècle, Ibn Rushd, plus connu sous son nom latin d'Averroès, immense figure philosophique, le commentateur d'Aristote par excellence, qui se sera soucié sa vie durant de la question de l'intelligence humaine. Et plus précisément, là aussi, je voudrais dire un mot de la façon qu'on aura eu, à partir du XIIIe siècle, notamment avec Thomas d'Aquin, de s'opposer à sa doctrine de l'intellect. Autrement dit, j'aimerais m'intéresser à ce qu'on peut appeler le scandale ou la querelle de l'avéroïsme qui va durablement marquer l'Occident chrétien ou l'Europe latine, dans l'idée mutatis mutandis que la critique marxienne de la machinerie, qui nous importe encore directement, je crois, la rejoue. Je propose donc l'idée qui pourrait désarçonner que Marx contre la machine, c'est Thomas d'Aquin contre Averroès, que le marxisme contre la machinerie, c'est l'anti-avéroïsme continué par d'autres moyens. Et si j'avance là, ce n'est pas par goût des archéologies très souterraines, ténues, voire fantasques, le danger en ce cas étant d'écraser l'histoire sans mesurer ce qui vient bouleverser le contemporain. Ce n'est pas pour cela donc, mais dans l'idée au contraire que de cette connexion-là peuvent sortir des éléments conceptuellement suggestifs, sinon déterminants pour nous ici, dans un moment assurément très incertain où, s'agissant de l'intelligence artificielle, se mêlent en nous, c'est banal de le rappeler, la fascination et l'enthousiasme d'un côté et de l'autre, la sidération, l'anxiété jusqu'à l'angoisse. D'ailleurs, pour dire quel est le cadre de ma réflexion, j'aurais pu poser cette simple question devant les capacités faramineuses de l'intelligence artificielle, son stockage, sa vitesse, sa pertinence, sa force de synthèse, son inventivité même, devant la dépossession de ce qui semblait caractériser l'intellectualité propre de l'humain, et cela jusqu'au style. Devant tout cela, que nous reste-t-il? Or, ce que je voudrais dire ici, c'est que cette question qui donne le vertige, l'Europe se l'est déjà posée. L'Europe y a déjà fait face et qu'elle y a répondu, et que nous sommes en quelque façon les héritiers de sa première réponse. Mais qu'en faire à présent? C'est un peu l'objet de mon intervention. Je commence par Marx, je serai bref. Le fragment sur les machines de Marx, tiré de ses Grundrisse, je l'ai dit, est un texte qui aura été connu assez tardivement, c'est-à-dire dans les années 1960 à peine, et d'abord en Italie, mais qui, depuis lors, aura acquis le statut de texte clé, même un peu culte, pour comprendre les transformations technologiques, sociales et politiques du capitalisme. Je n'entre pas dans le détail de ces différentes interprétations, en des sens d'ailleurs très divers. Ce qui m'intéresse, c'est ce concept, cette formule, cette expression de general intellect, d'intellect général que Marx, sous cette forme, n'emploie que là. Qu'est-ce que l'intellect général? Cela désigne chez lui la connaissance, ou plutôt le rassemblement de toutes les connaissances qu'il appelle le savoir social, en tant qu'il s'objective et s'incorpore dans les machines, de façon à devenir, je le cite, force productive immédiate. La science, au sens large, a évidemment toujours contribué au développement des forces productives. Mais l'idée, c'est que désormais, les savoirs scientifiques, l'ensemble des savoirs techniques et des forces intellectuelles accumulées dans la société, se sont en quelque sorte incarnés, matérialisés dans les moyens de production et en particulier dans les machines. Là-dedans, deux choses seulement m'intéressent. Premièrement, le fait que Marx
dans sa dénonciation du capitalisme, mobilise la question du savoir, de la science, de l'intellect, et plus exactement, le fait qu'il recourt souvent à des paradigmes psychiques ou noétiques, c'est-à-dire liés à l'intellect et non pas seulement à l'âme, pour caractériser ce qu'est la machine ou la machinerie. Puis deuxièmement, ce qui m'importe, c'est la critique que fait Marx de cette machinerie, cette critique du reste étant ambiguë dans le fragment, et c'est aussi ce qui l'a rendu célèbre, puisque l'intellect général, en libérant du temps de travail, en rendant en quelque façon caduque la loi de la valeur, aurait aussi une vertu potentiellement émancipatrice, mais je laisserai cela de côté. Alors prenons rapidement les deux points. Premièrement, le paradigme psychique ou noétique pour penser la machine. Je me contente de relever des passages bien connus. Marx présente la machine comme un automate, comme une force motrice qui se meut elle-même, et il dit de cet automate, je le cite, qu'il est composé de nombreux organes mécaniques et intellectuels, de sorte que les travailleurs eux-mêmes ne sont déterminés que comme membres conscients de celui-ci. Fin de la citation. Retenons cela, intégrés à la machine, rapportés à elle, les travailleurs deviennent des organes, de simples instruments, même si, certes, ce sont des organes intellectuels, des membres conscients. Marx le redira dans le Capital, au livre 1, le système de machine, écrira-t-il, c'est le cerveau, et les travailleurs, ces organes conscients, donc, sont les bras. Mais dans le fragment, il y a aussi d'autres choses. Cette machine, dit Marx, qui n'est plus l'outil aux mains d'un ouvrier habile ou virtuose, mais l'agent habile et virtuose lui-même, cette machine possède, je le cite, sa propre âme. Elle possède, plus exactement, je précise sa citation, sa propre âme dans les lois mécaniques qui agissent en elle et qui lui permettent de se mouvoir constamment. Fin de la citation. Plus loin, Marx parle du cerveau social, de l'accumulation du savoir et de l'habileté à laquelle il donne lieu, c'est-à-dire, c'est sa formule, du savoir social général, autrement dit, de la somme des connaissances, sciences, inventions et savoir-faire de l'humanité, produites et accumulées collectivement par la société tout entière, et il souligne le fait que tout cela, je le cite, est absorbé dans le capital face au travail pour apparaître comme une propriété du capital lui-même. Fin de la citation. Autrement dit, la machine, qui a sa propre âme, tient cette âme d'une absorption des forces du cerveau social. Et c'est là que Marx parle de l'intellect général, c'est-à-dire de la science collective devenue machine. Il donne comme équivalent allemand « gesellschaftlicher Verstand », c'est-à-dire l'entendement social. C'est mon premier point qui, je le disais, n'est qu'un relevé succinct. Quels sont les reproches à présent? On les a entrevus déjà, et c'est un point là aussi courant de la doctrine de Marx, donc vous excuserez, s'il vous plaît, le survol. Premièrement, Marx dénonce une inversion du rapport entre l'agent et l'outil. La machine n'est plus l'outil du travailleur pour agir sur le monde, c'est l'automate qui utilise le travailleur comme membre conscient. La machine, c'est l'agent, c'est l'acteur, c'est l'auteur. En termes médiévaux, on dirait que c'est elle le suppôt, l'hypostase, la personne. Or, adage médiéval, actiones sunt suppositorum, les actions sont le fait des suppôts, relèvent d'eux, sont préduquées d'eux, si bien que c'est des machines désormais que les œuvres se disent. Bref, et tout le monde connaît cela, l'instrument qui était l'outil devient comme machine l'agent, et l'agent qui était le travailleur vivant devient l'instrument, cette instrumentalisation correspondant, le mot est aussi de Marx, à une dévalorisation. Deuxièmement, critique plus fine peut-être, la science dans la machine, dit Marx, n'est pas dans la conscience du travailleur. On relevait plus haut que l'ouvrier était présenté comme un membre conscient de la machine, mais ce n'est pas dans la conscience de l'ouvrier que la science est présente. C'est le problème de l'immanence du savoir, ici, qui est posé, avec ce que cela implique comme défaut de pouvoir et de maîtrise. De la science, inscrite dans la machine, le travailleur n'est plus, littéralement parlant, le substrat, l'assiette, le sujet d'inhérence. Cela signifie que la science l'excède, le déborde, est hors de lui, à quoi s'ajoute le fait que cette externalité, qui fait d'elle, dit Marx, une puissance étrangère, c'est sa formule, vient peser, se tourne en pression, en hostilité.
Le savoir extrinsèque dans la machine qui l'utilise est non seulement coupé du travailleur, mais il le surplombe, il le domine. Troisièmement, ce sont des travailleurs pourtant que ce savoir procède. Ce que la machine incarne, elle l'incarne par appropriation et unification et centralisation du travail vivant. L'appropriation, unification qui se sédimente et quasiment se personnifie dans la machine est, on l'a dit, une absorption des forces productives générales du cerveau social. Ce qui est produit par le cerveau social, donc ce qui en sort, ne s'y subjecte pas, n'est pas en lui. Cela en est pris, abstrait, capté, pour être déposé et unifié ailleurs, dans une autre force qui, du dehors et au fond, d'en haut, se retourne contre ce qui pourtant la fonde. Les manuscrits de 1844 de Marx parlaient déjà de tout cela en termes d'aliénation, dans un cadre plus large que celui de la machine, mais peu importe, je transfère les analyses. Permettez-moi à nouveau de relever seulement certaines phrases parmi les plus illustres. D'abord, sur la dévalorisation ou la déshumanisation. Le travailleur, dit Marx, est rabaissé au rang de marchandise, il devient, je le cite, sans valeur, sans dignité, sans esprit. Ce travailleur, de fait, est dépossédé du produit de son travail, qui vient lui faire face, dit Marx, comme un être étranger, comme une puissance indépendante du producteur. Fin de la citation. Retenons cela d'ailleurs, cette idée de coupure, de scission, dont les conséquences seraient, à proprement parler, essentielles. Car le travail, écrit Marx, est extérieur au travailleur, c'est-à-dire n'appartient pas à son être. Marx déplore donc la perte de l'objet, du produit qui s'extériorise, mais l'homme étant fait pour produire et fait pour se retrouver dans son objet, cette perte de l'objet constitue en définitive une déréalisation, ce qu'il appelle une perte de l'expression. Cet écart, en outre, où l'activité du travailleur n'est plus son auto-activité, n'est plus son travail propre, mais appartient à un autre, se tourne, je le disais, en opposition. Je cite Marx, « Son travail existe en dehors de lui, indépendant de lui et étranger à lui. Il devient une puissance lui faisant face. » Fin de la citation. On retrouve l'analyse dans Le Capital, avec certes bien des variations de lexique et de concept. Je vous renvoie au chapitre 13 du livre 1 qui s'intitule « Sur la machinerie et la grande industrie ». Là aussi, Marx note, je le cite, que c'est l'automate lui-même qui est le sujet, tandis que les ouvriers, organes conscients, sont simplement adjoints à ces organes inconscients et subordonnés avec eux à la force motrice centrale. Fin de la citation. Marx, désormais, ne parle plus d'intellect général, mais de travailleurs collectifs combinés, de corps social de travail social de masse, de produit social collectif d'un travailleur global, et tout cela est confisqué, la conséquence étant que le travailleur se retrouve, je cite Marx, vidé de sa substance devant une machinerie qui s'oppose à lui. On voit facilement combien tout cela se rapporte à l'intelligence artificielle si l'on en fait une super machine. L'intelligence artificielle, c'est l'intellect général, le produit d'un savoir collectif, nourri, alimenté par les travailleurs, les individus vivants, nous, mais approprié, privatisé et en fait continuellement aliénant jusqu'à l'hostilité au lieu d'être expressif et libérateur. Mais c'est vers le passé plus lointain, comme je l'ai annoncé, que je veux me tourner pour éclairer tout cela. Je voudrais avancer que la critique de Marx contre les machines rejoue la critique de la scolastique contre la doctrine avéroïste de l'intellect. Averroès, je l'ai dit aussi, est le grand commentateur arabe d'Aristote, dont tous les scolastiques vont lire l'œuvre traduite en latin, mais sur la question de l'âme humaine, sa lecture fait scandale dès la seconde moitié du XIIIe siècle. Le premier responsable, si je puis dire, c'est Aristote lui-même, quand on considère ce qu'il dit incidemment de l'intellect humain dans ce traité de biologie générale qu'est son livre de l'âme. Aristote parle du vivant, en vérité, et de l'animal plus particulièrement,
et tout son système paraît tenir, où il explique, contre toute forme de dualisme, que l'âme n'est rien que la forme du corps, c'est-à-dire son principe structurant, et que les deux font absolument un. Mais s'agissant de cet animal supérieur qu'est l'homme, quelque chose vient s'ajouter, l'intellect comme un couronnement qui vient menacer ce cadre illémorphiste qui semblait solide. Pourquoi ? Parce que l'intellect n'est pas une puissance ou une faculté comme les autres, que l'intellect est nécessairement sans organes, dit Aristote, le cerveau ne servant qu'à tempérer le corps, parce qu'il est séparé, dit-il encore, sans qu'on sache bien de quoi ni en quel sens, et parce qu'il paraît divin, parce qu'il semble constituer en nous une réalité d'un autre ordre, et qu'Aristote, de fait, lui attribue certains caractères comme l'actualité continue ou l'immortalité qui l'éloigne de notre individualité fragile. Et à cela s'ajoute autre chose, une ultime difficulté dans l'un des passages les plus notoirement complexes du texte aristotélicien. C'est que, dans l'acte humain de penser, interviendraient non pas un, mais deux intellects, voire trois. Le premier, qu'on dira bientôt poïétique ou agent, chargé, dit Aristote, de tout produire, c'est-à-dire de produire toutes les formes conceptuelles qui feront notre pensée. Notez au passage que l'abréviation de cet intellect, intellectus agens, c'est IA, et qu'il est comparé par Aristote et tous ceux qui le lisent à la techné, à l'art, ce qui en fait à proprement parler une intelligence artificielle. Le deuxième intellect, c'est celui que le péripatétisme appellera d'un terme fort trompeur, l'intellect matériel ou potentiel ou possible, chargé de recevoir ces formes, de s'en faire le récipient, le réceptacle, le substrat, le sujet, et ce faisant de les devenir. Et le troisième intellect, en un sens discuté et presque équivoque, c'est l'intellect dit passif, qui est un peu la condition du fonctionnement des deux autres dans l'individu, et pour la tradition, c'est l'imagination, puisqu'il est entendu, quand on est aristotélicien, qu'on ne pense pas sans images, c'est-à-dire sans que des images, ces traces stockées de la sensation, ne précèdent pour qu'en soient dégagés les concepts. Alors Averroès a cela sous les yeux, et dans son œuvre la plus mûre, il en vient, au nom d'Aristote, à cette triple thèse sur l'intelligence humaine, celle de sa séparation radicale. L'intellect humain est substantiellement séparé des corps individuels, c'est-à-dire séparé comme une réalité autonome et indépendante, coupée des individus. Celle de son unicité, il n'y a qu'un intellect pour tous les humains, et un comme un super-individu, un comme l'est une chose, un être déterminé, désignable. Celle de son éternité, enfin, l'intellect nous précède et il nous survivra. C'est cela que je présente dans la lecture que les latins en font à partir des années 1250 qui déclenche le feu. Thomas d'Aquin est sans doute le plus profond et il va livrer aux générations suivantes la matrice de la contestation. Quel est à ses yeux le problème, à ses yeux et aux yeux de l'Europe naissante? Il tient en une phrase qui sonne comme un contre-slogan très efficace: l'homme individuel ne pense plus. Si l'on suit Averroès, il n'est plus possible de vérifier cette phrase censée valoir pourtant comme axiome de notre vie, en latin hic homo intelligit, cet homme-ci, dans son individualité, intellige ou conçoit. Cela, disent les latins, Averroès l'annule. En termes modernes, il serait le penseur paradoxal de l'anti-cogito. C'est de cette crise que je rapproche la critique marxienne de la machinerie. Voyons donc quelques aspects de la condamnation et parlons d'abord, puisqu'il faut être précis, de l'intellect agent. C'est ce qu'on retient généralement dans la littérature philosophique moderne en considérant de loin que la querelle de l'avéroïsme, c'est cela, et que par conséquent, s'il y a un rapprochement à faire avec les questions contemporaines de l'intelligence, c'est aux réflexions sur l'intellect agent qu'il faut se référer. C'est une erreur, en vérité, parce que pour Thomas d'Aquin et les latins, le vrai problème n'est pas là et l'on peut même l'évacuer assez rapidement. Je dis que le problème n'est pas là parce qu'il est bien évident pour un chrétien comme Thomas qu'il y a au-dessus de nos têtes un principe transcendant, unique, éternel, qui conditionne tout et sans lequel nous ne pourrions penser. Ce principe, c'est Dieu. L'idée donc d'une cause première, en ce sens, n'a rien a priori de choquant. Ce qui importe, c'est d'en penser correctement l'identité, de ne pas attribuer à une créature, à un être second, satellitaire,
ce qui ne peut valoir que pour le Créateur, et de ne pas oublier par ailleurs que la causalité première de Dieu, dont tout dépend, fait aussi jouer en nous une causalité propre, particulière, qui nous donnera d'agir en général et en particulier de penser. Qu'il n'y ait qu'un seul soleil, dit Thomas, n'a rien de gênant, si c'est encore moi qui le vois, ou moi qui, par lui, vois tout ce qui peut être vu. Bref, ce n'est pas l'unicité et la transcendance du principe actif en elles-mêmes qui sont gênantes, c'est le fait qu'elles interdisent ou confisquent ce qu'elles sont censées permettre. Et c'est bien là que ce qu'Averroès dit de l'intellect agent ne va pas. L'intellect agent, je le répète, c'est celui qui produit les concepts, qui les abstrait des images, ou qui conditionne leur abstraction par dépouillement, par exfoliation, ou bien par greffe et regroupement. Or, pour Averroès, cet intellect, c'est une intelligence cosmique, un ange, dirait-on en théologie, et c'est la plus basse dans l'ordre des cieux, c'est-à-dire celle qui chapeaute en quelque sorte la sphère du monde sublunaire et des affaires humaines. Les reproches sont très nombreux, je n'en retiens qu'un. Si cet intellect agent était séparé, substantiellement, unique et éternel, l'homme, dit Thomas, serait par nature mal fait, mal conçu, puisqu'il lui manquerait de quoi accomplir son opération propre. L'idée du théologien latin, je l'ai dit, c'est qu'il doit y avoir en nous, outre le pouvoir causal de Dieu, un principe actif propre qui nous rende intelligents en acte, sans quoi l'individu, dépourvu d'autonomie, même relative, ne serait pas capable d'agir, serait privé de l'œuvre qui, par définition, est censée lui revenir. Séparer l'intellect agent, comme le fait Averroès, c'est placer hors de nous le principe actif de notre action et ainsi nous en déposséder. Une phrase suffit à dire l'essentiel, une citation tirée de la Somme contre les gentils de Thomas d'Aquin. Je la lis, cette phrase. « Si donc l'intellect agent est une certaine substance extérieure à l'homme, toute l'opération de l'homme dépend d'un principe extrinsèque. L'homme n'agira donc pas par lui-même, mais il sera actionné par un autre et il ne sera pas maître de ses opérations. » Fin de la citation. Passons à l'intellect possible qui constitue le véritable cœur du problème. L'intellect possible, c'est ce par quoi nous pensons, dit le texte d'Aristote. Cet intellect-là est proprement notre faculté de penser. Il est en puissance comme une tablette vierge et il constitue le réceptacle, je le disais tout à l'heure, le lieu, le récipient des concepts abstraits. L'idée étant, pour Aristote, que la pensée consiste pour finir en un pâtir, en une passion, et que cette passion ne s'accomplit que dans la réception des formes dématérialisées par l'intellect agent. Alors le vrai problème dans l'histoire de l'avéroïsme, c'est celui-là, c'est-à-dire celui de la séparation de l'unicité et de l'éternité de notre puissance de pensée du sujet substrat de la pensée. Et sur cela, du reste, Averroès est seul, puisqu'il est le seul dans l'histoire du péripatétisme à l'avoir proposé. Quel est le reproche ? Comme je l'ai dit plus haut, il tient en une phrase. L'homme individuel, dans ces conditions, ne pense plus. Le scandale, c'est la ruine de la pensée qu'on pourrait dire personnelle, c'est-à-dire l'impossibilité de rendre raison de ce fait d'expérience qu'est la pensée propre, apparemment indéniable en chacune et chacun. Autrement dit, c'est l'impossibilité à suivre une telle doctrine de mettre « je » devant « pense », ce qui, aux yeux de Thomas, signait la fin de la morale, la fin de la politique, la fin de toute eschatologie. Voyons un peu la justification de la critique en commençant par la séparation. L'intellect possible, dit Thomas, c'est ce par quoi nous agissons notre œuvre propre et d'abord ce par quoi nous en sommes capables, ce qui nous y ouvre, ce qui nous y destine, c'est-à-dire en théorie le principe même de notre être. Si cet intellect est séparé ontologiquement, alors notre être, comme être de raison, n'est plus en nous, à nous, nous sommes dépouillés de notre essence, nous sommes déshumanisés. L'intellectualité, en d'autres termes, n'est plus constitutive, originaire, et nous voilà dégradés, puisque nous ne sommes plus alors que des corps d'animaux. Supérieurs, certes, mais des corps de bêtes malgré tout. Avec Averroès, dit Thomas, nous sommes réduits à une forme inférieure de psychisme, bornée à l'imagination. L'individu par nature ne conçoit pas, il fantasme. Il n'est pas l'être de l'universel,
mais celui des images, qui au mieux et de façon parcellaire raffine des sensations. L'humain, dans son principe même, n'est plus formellement constitué par l'intellect, mais par la fantasia, censée l'ouvrir, le porter jusqu'à l'intellectualité au dehors. C'est d'abord une affaire de puissance, on le voit. Le problème de l'avéroïsme, du point de vue latin, c'est qu'il sépare d'emblée l'homme de ce qu'il peut, de ce qu'en propre il est censé pouvoir et qui le spécifie. La séparation formelle de l'intellect possible, c'est la privation par coupure, par scission primordiale, par castration, un terme qu'emploie Marx d'ailleurs, de l'intellectualité, et donc de l'essence même de l'humain. La première aliénation est là, c'est celle de ma capacité, avant ce par quoi je fais, ce par quoi je peux. Du reste, si dans ces conditions l'homme devait penser, malgré tout, s'il y parvenait, ce ne serait jamais, dit Thomas, qui le juge évidemment absurde, que dans des actes tardifs, suspendus à la mise en œuvre de l'imagination, et non pas par nature d'emblée, et des actes qui plus est ponctuels, éphémères, transitoires. On ne serait pas intellectuel sur le champ, par essence, par naissance, mais au mieux, par le biais des images, et dans tous les cas, rattrapés par nos limites corporelles, cela ne se ferait que par à-coups, par intermittence, dans une forme d'alternance continue et fatale entre la bestialité et l'intellectualité. Mais de toute façon, répète Thomas, fondamentalement, la dépossession, le décentrement de l'être et de la puissance, c'est aussi l'aliénation de l'acte. C'est l'une de ces grandes attaques. La séparation substantielle de l'intellect possible, c'est l'impossibilité de prédiquer de l'homme l'acte de penser. Cela veut dire que, étant donné cette dissociation intellectuelle que défend Averroès, sans partage, sans trait d'union, sans suture valable, l'agent de l'acte intellectuel, ce sera l'intellect possible, au dehors, et qu'il n'y aura aucun moyen d'en penser le transfert jusqu'à l'individu, qui pense donc, si l'intellect possible est séparé, ce sera lui et lui seul. Voilà ce que dénonce Thomas, j'imagine, il pense. Et c'est même pire, non seulement l'individu ne pensera pas, mais en fournissant uniquement, si l'on peut dire, la matière première, les données de l'intellection, nous dirions, nous, aujourd'hui, les data, c'est-à-dire les images à partir desquelles l'abstraction, l'objectivation conceptuelle se fait, l'individu sera utilisé, instrumentalisé, il sera, pour ainsi dire, agi. L'humain n'est plus humain, comme nous le disions, l'acte censé le définir ne peut se dire de lui être imputé, attribué, lui revenir, et dans ce processus, il n'est plus qu'une voie d'accès, il n'est plus que la fourniture, à partir de quoi la pensée hors de lui s'active et s'objective. D'une phrase, l'homme imaginant, à suivre Averroès, ne pense pas, il est pensé. Et si l'on ajoute à cela que l'intellect possible est unique pour toute l'espèce et éternel, la conclusion, si c'est possible, s'aggrave encore. Un intellect possible éternel, c'est un intellect réservoir des concepts toujours déjà pleins, sans la moindre virginité, sans la moindre ouverture, ce qui condamne a priori contre l'expérience que nous faisons de notre rapport à la science et contre l'histoire, contre son progrès. Cela condamne tout apprentissage et toute découverte. L'intellect n'aurait plus rien de la tablette non écrite dont parle Aristote, continuellement susceptible, à échelle individuelle, d'être couverte de notre écriture. Ce ne serait plus que le lieu de l'omniscience perpétuelle, la page noire et non pas blanche, la réserve de toutes les pensées en acte qui ferait de nous des tarvenus trop tard. Enfin, s'il est un, unique pour tous, il n'y a plus de toute façon d'acte singulier, d'action intellectuelle propre, à supposer qu'on puisse imaginer que les individus agissent. Il n'y a plus qu'un seul agent, une seule action, si l'on a affaire aux mêmes objets, dans une opération où les individus n'interviennent qu'à titre d'instrument. Chose tout à fait remarquable pour nous, dans son opuscule contre Averroès et les avéroïstes, qui s'appelle en latin le De Unitate Intellectus, Thomas d'Aquin prend ici l'exemple de la machine, machina. Si les hommes, écrit-il, étaient les utilisateurs d'un seul et même instrument, comme plusieurs peuvent se servir d'une même machine pour projeter ou soulever une pierre, on pourrait parler d'agents divers. On pourrait dire d'eux qu'ils sont des opérateurs singuliers. Mais chez Averroès, précisément, le principale agens, en latin, l'agent principal qui tient la tête, qui commande, c'est l'intellect, et les humains, eux, n'en sont que les organes. Les humains, dans leur diversité, n'utilisent pas une même machine pensante, ils sont les outils conscients,
c'est-à-dire seulement imaginant, qu'utilise cette machine, et en qui réside la principalitas, la principauté, et le dominium utendi, le pouvoir d'utiliser, d'instrumentaliser deux notions cruciales juridico-politiques, ce qui revient à leur ôter, ajoute Thomas, l'arbitre de leur volonté. Le plus souvent, toutefois, mais ça n'est pas moins profond et frappant, Thomas utilise l'exemple de l'œil, ce qui n'a rien d'étonnant compte tenu de l'importance du paradigme de la vision pour illustrer ce qu'est la pensée. L'intellect séparé, unique, éternel, c'est comme un œil sorti de l'orbite, extirpé et nucléé et placé en surplomb tout au-dessus des têtes, un seul œil, un œil unique, inhumain, surhumain, chargé de voir, ou plutôt voyant, non pas pour nous, mais à notre place, quoique à partir de nous, pour ne pas dire que c'est un œil qui nous voit, nous observe, nous surveille, et cela constamment, sans jamais cligner, sans jamais dormir. C'est cela donc, dont je ne donne que quelques grandes lignes, que j'associe à ce que l'on repère chez Marx et que l'on peut lier facilement, me semble-t-il, à nos réflexions sur l'intelligence artificielle. Ce qui frappe, c'est que jusqu'à un certain point, en effet, Marx critique la machinerie comme Thomas récuse la noétique d'Averroès. Ce qu'on dénonce dans les deux cas, une réalité pour Marx, une projection pour Thomas, c'est une aliénation, un dessaisissement, une extorsion, un soutirage, dit littéralement le latin, ou une réalité extrinsèque, étrangère, pourtant fondée sur l'apport collectif des individus, s'arroge le produit de sa base, l'exerce à titre privé, voire contre elle, en vidant les individus, quoi qu'il en soit, de leur substance ou de leur être même. Soit, mais à quoi sert, je le demandais, de le dégager? Quel est l'intérêt de tout cela? L'intérêt n'est pas seulement de repérer la récurrence du problème sous une forme, certes hyperbolique, et sans doute d'ailleurs si forte que nous basculons dans autre chose aujourd'hui. L'intérêt, c'est qu'à ce problème, avant ces avatars, l'Europe a déjà répondu. L'Europe, la scolastique, Thomas, ne se sont pas contentés de pointer et de formuler le désastre que recelait à leurs yeux la doctrine avéroïste de l'intelligence humaine, ils y ont répondu, avec des nuances, des déplacements, des progrès, mais globalement dans un seul et même sens, et ce sens, c'est celui qu'on pourrait dire banalement de la subjectivité. La réponse de la scolastique puis de l'Europe moderne à l'avéroïsme, c'est le sujet agent de ses pensées et de ses actes. Car il faut bien avoir en tête que cela n'était pas déjà prêt, bien ficelé, disponible comme un contrepoison. Il a fallu l'élaborer en affinant les ressorts théoriques des évidences qu'on prétendrait opposer, et l'affiner sans cesse au gré des déplacements de l'adversaire avéroïste qui lui-même s'enrichissait des objections déjà faites. Saint Augustin, par exemple, et sa conception de l'intériorité n'y suffisaient pas, tant s'en faut. Il aura même fallu le trahir pour avancer, puisque la théorie médiévale de la subjectivité appliquée à l'âme, c'est-à-dire l'idée qu'il faille voir l'âme comme sujet substrat de ses pensées, pour qu'on puisse en faire l'autrice et la responsable, cela, c'est contre Augustin qu'il aura fallu le défendre, et Alain de Libera, ici même, l'a fort bien montré, il y a quelques années. Ce que l'on peut dire donc, c'est que la théorie moderne de la subjectivité s'est en partie construite comme un anti-avéroïsme. S'agit-il alors, si l'on veut plus que des constats, de rejouer cette carte-là, de la réactiver? Évidemment non. Il est clair que certains des problèmes que nous pose l'intelligence artificielle, la peur de la dépossession, la déshumanisation, l'abêtissement, l'humiliation de la pensée, le vol de la pensée, et comme je le disais, cela jusqu'au style, jusqu'à la signature, il est clair que tout cela, sans doute, réveille une blessure narcissique, ce qui est remarquable d'ailleurs, puisque cela fait apparaître, piqué au vif, comme une part irréductible de la personnalité. Cela étant, depuis longtemps, nous n'en sommes déjà plus là. Depuis longtemps, du moins en principe, en littérature, en art, en philosophie, nous avons vécu, théorisé la mort de l'auteur, la mort du sujet, la mort de l'homme même, les agentivités nouvelles, si bien qu'à ce problème de la pensée aliénée qui se représente, il faut d'autres réponses, offrir d'autres voies. Or à cela, étonnamment, l'avéroïsme pourrait peut-être contribuer, car Averroès a répondu, lui aussi.
L'Europe n'en a rien fait, n'en a pas voulu, mais il a répondu. Si bien que ces propositions, comme gelées par l'oubli, méritent dans leur bizarrerie qu'on s'y intéresse, et elles nous parlent plus qu'on ne le croit. Quelle est cette solution qui fut récusée, ridiculisée, refoulée? Elle repose sur une triple idée que je formule sommairement pour terminer. Une certaine conception de l'unicité de l'intellect, une certaine conception du contact, ou plutôt de la jonction entre l'individu et l'intellect, et une certaine conception, enfin, de l'imagination, de l'image, de la place du fantasme individuel dans la pensée. Théorie de l'unicité, parce qu'on a mal compris ce que voulait dire le fait qu'il n'y ait qu'un seul intellect possible pour toute l'espèce humaine. Thomas redoute l'hégémonie d'une hypostase, d'une personne, d'un être individuel qui serait au-dehors et au-dessus. Il redoute l'unicité d'un soleil, ou plutôt d'un œil qui n'éclaire pas mais voit lui-même. Il redoute la concentration en un seul être déterminé de la puissance et de l'acte. Et il a raison d'ailleurs, mais ce n'est pas ce dont parle Averroès. Vieille question que celle de savoir ce que l'un, ce que le fait d'être un désigne. Et en l'occurrence, et c'est subtil, l'intellect unique d'Averroès n'est pas un comme une réalité individuelle, autonome, il n'est pas en soi quelque chose de singulier, il est un en tant qu'il n'est par soi de personne, à personne, sans propriétaire. Il est un comme une puissance commune, il est un comme puissance de pensée de l'espèce, puissance en elle-même indifférenciée. Il est un comme une communauté partageable par essence, comme une puissance spécifique en elle-même anonyme, sans clôture immédiate ni possesseur, je l'ai dit, mais offerte à l'acquisition. C'est la puissance générale de l'esprit, ou si l'on veut la puissance de l'esprit général, indéterminée, mais modelable, qui n'est a priori le lot ou le privilège de personne, qui n'est pas essentiellement ceci en cet individu-ci, ni cela en cet individu-là, mais qui ouvre en tous, selon ce que les corps autoriseront et vivront et désireront, la possibilité de se joindre singulièrement au concept et à l'universel. Car il s'agit bien, deuxième aspect, d'une théorie de la jonction, du couplage, terme clé de la pensée arabe en général et en particulier de l'avéroïsme. L'individu, ou le corps de l'individu, ne pense qu'en se couplant, qu'en se joignant, qu'en se connectant, si l'on veut, cette jonction consistant en une appropriation de la puissance commune, une mise en œuvre singulière. Et théorie du fantasme, enfin, car c'est par le fantasme, par l'image, que cette jonction, chaque fois diversement, se fera. Par le fantasme, tandis que l'individu apprend, se cultive, que dans son corps, son expérience se fait, la puissance de l'intellect, en lui, s'individue, s'internalise, devient une histoire. Le fantasme fait le pont dans le corps de l'individu entre le sensible et le concept, et ce fantasme-là est au principe de notre vie d'humain. C'est à partir de lui, appuyé sur lui, dit Averroès, investi en lui, dit-il encore, qu'un certain universel s'engendre. C'est là, dans cette création, le mot est d'Averroès lui-même, par couplage, par copule, que se joue notre intellectualité. C'est par le fantasme, à le suivre, que chaque individu fait sien l'intellect unique de l'espèce. C'est par le fantasme, en son corps, qu'il acquiert la pensée, qu'il lui donne une voix, une durée, la durée de sa vie, qu'il s'y couple à sa façon dans une forme d'existence propre, un diagramme, une certaine langue, un bout d'histoire, un tempérament. L'être humain, quoi qu'il en soit, n'a que cela, tout le reste est hors de prise. Tout cela pourrait refluer sur une lecture positive de l'intellect général de Marx, compris non plus comme capital fixe, incarné dans des machines, et bien des spécialistes déjà en ont parlé, mais comme capacité diffuse de l'espèce que les individus, coadjuteurs, coopérants, et Averroès y insiste beaucoup, s'approprient, bénéficiant sans coupure de ce dont ils sont les moteurs. Les coordonnées de ce que l'Europe latine aura exclusivement promu, quoi qu'il en soit, sont toutes bouleversées dans l'avéroïsme dont l'Europe s'est effrayée. Le dehors, le dedans, l'humain, le cosmique, le quelconque, le singulier, le collectif, le conscient, l'intellectuel, l'essentiel et l'accidentel, le naturel et l'hybride. Ce que nous vivons demande qu'on aille y voir
et peut-être y puiser. Je vous remercie.